Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve ici en direct du Salon de l'Agriculture pour Politique à la ferme et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Bonjour. Alors, la première question, je vais vous la poser. Vous avez été ministre sous le gouvernement Sarkozy. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir une responsabilité dans la crise des agriculteurs? La question en direct, votre réponse aussi. Je vais vous répondre franchement. Oui. Je pense qu'il y a des choses qui ont été ratées. Et puis, je pense qu'il y a aussi une part de la responsabilité qui vient dans des événements plus récents. Je rentre dans le détail. La crise porcine, la crise du lait, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de prix, quoi. Enfin, les prix sont beaucoup trop faibles. Sur le lait, je pense que la sortie des quotas laitiers a été mal gérée. Et ça a été fait du temps des gouvernements précédents, c'est vrai. La sortie des quotas laitiers a été mal gérée. Mais il y a aussi un événement récent, qui est l'embargo russe. Parce qu'en fait, une grande part de la chute du prix du lait, c'est l'embargo russe. C'est-à-dire qu'on a des producteurs en France qui payent les conséquences d'un choix diplomatique. Et sans même rentrer d'ailleurs dans le détail du est-ce qu'on est pour ou contre ce choix diplomatique, je trouve ça anormal que ce soit les producteurs français qui payent les conséquences du choix. Et bon, on voit bien que l'effondrement des prix, c'est la rencontre entre trop d'offres liées à la fin des quotas laitiers, et je le dis, une fin qui a été mal gérée, et en même temps, moins de demandes. Et en tout cas, les Russes qui absorbent plus un certain nombre de productions européennes, qui du coup se retrouvent sur le marché européen et qui viennent concurrencer nos producteurs à nous. Le principe, c'est une question chacun. Patrice Moyon, Ouest France. Nathalie Kosciusko-Morizet, un peu de politique fiction. Vous êtes demain ministre de l'Agriculture. Pour sortir de la crise, est-ce qu'il y a 2 ou 3 mesures que vous prenez pour permettre à la ferme France de repartir de l'avant? Oui, il y a des mesures à prendre très vite. Bon, par exemple, sur l'étiquetage, en matière d'élevage, en matière de viande, l'étiquetage de l'ensemble des choses, depuis l'élevage, l'abattage, la transformation. C'est un sujet sur lequel l'intérêt de nos agriculteurs rencontre l'intérêt de nos consommateurs. Les agriculteurs ont intérêt à ce qu'on sache d'où viennent les produits. Mais les consommateurs ont envie. Moi, comme mère de famille, j'ai 2 garçons, j'achète beaucoup de jambon. Je trouve ça pas normal de pouvoir savoir d'où vient le steak, parce que c'est de la viande crue, bovine, et de pas savoir d'où vient le jambon. Je trouve ça pas normal. Alors, je sais que les Allemands sont réticents là-dessus, mais je pense qu'il y a vraiment une offensive à faire à Bruxelles, quitte d'ailleurs à contourner les réticences de toute la direction agriculture en passant par tout ce qui est concurrence et compétitivité. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut faire très vite. Après, ça a été fait. Alors maintenant, vous faites quoi? On attend de voir, hein, parce que pour le moment, on n'y est pas. Après, il y a des structures, il y a des réformes de fond à faire. Je vous donne 2 exemples de réformes de fond, mais que là, il faut discuter à Bruxelles. La première, c'est de revenir à plus de soutien par les prix. Parce que on a dérivé vers le soutien à l'hectare, qui a du sens. Mais à un moment, ça devient un peu absurde. C'est-à-dire que l'essentiel des paiements se trouve fait à l'hectare. Et je veux dire, je pense que les agriculteurs, ils ont choisi d'être producteurs. Il faut que la production soit porteuse de sens. Et ça, c'est les prix qui les donnent. Donc moi, je suis pour un rééquilibrage de notre système du soutien vers les prix. 2e exemple de réforme structurelle de fond à faire, c'est passer sur la question des normes. Moi, je ne promets pas la fin des normes. Je sais que c'est très à la mode de dire « Oh là là, les normes, il ne faut plus de normes ». Oui, enfin, ce n'est pas vrai. Il y aura toujours des normes parce qu'il y aura toujours des questions environnementales et il y aura toujours une contractualisation, en fait, entre les agriculteurs et la société pour la protection de l'environnement. En revanche, je trouve qu'on devrait évoluer vers un système dans lequel on est sur une obligation de résultat et pas de moyens. Un cahier des charges à la parcelle, voilà quelle est votre obligation de résultat. Et puis après, chacun, en fonction de son terroir, en fonction de ses itinéraires de production, en fonction de son savoir-faire, eh bien, s'organise. Qu'est-ce qui intéresse la société? C'est le résultat. Ce qui intéresse les Français, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat en matière environnementale. C'est pas de savoir si vous avez mis la luzerne ou pas la luzerne. Je veux dire, en plus, je considère que je suis pas compétente, et pourtant, moi, je suis un peu ingénieur agronome. Enfin, je suis pas compétente pour savoir si vous mettez de la luzerne ou pas, ou de je sais pas quoi, de votre itinéraire de production. Ce que je veux, c'est que je vous dirai jamais qu'il faut pas de normes. Je pense que la société a droit de s'intéresser aux conditions de la production, mais pour un résultat. Donc, contractualisons sur le résultat. Puis un dernier exemple de choses à faire, et ça, c'est simple, et on peut le faire. C'est
changer la relation entre l'agriculteur et le contrôle, en quelque sorte, l'administration. Aujourd'hui, en fait, trop souvent, quand on voit arriver celui qui va vous contrôler, et c'est pas vrai seulement pour les exploitations agricoles, hein, c'est vrai aussi pour toutes les PME, TPE, vous avez l'impression que c'est celui qui va vous achever. Vous avez des problèmes de trésorerie, des problèmes, et tout de suite, la relation, elle est très défensive et très conflictuelle. On peut changer ça en disant que le premier contrôle ne doit pas être un contrôle sanctionnant. Ça a été fait pour les conditionnalités PAC depuis 2015. Ouais. Mais ça devrait pouvoir être fait pour tout ce qui est droit fiscal, droit du travail, vétérinaire, environnemental. Dire que le premier contrôle, hors faute majeure, mauvaise foi manifeste, le premier contrôle, ça doit être un contrôle conseil. Carton jaune. Oui, mais ça changera la relation, ça changera le regard de l'agriculteur sur l'administration et ça changera aussi le regard de l'administration parce que quand vous êtes amené à faire un contrôle conseil comme fonctionnaire, votre regard, je pense, change sur ce que c'est que la norme. Vous êtes amené à la mettre en œuvre autrement et donc vous la vivez plus de la même façon aussi. Madame Kosciusko-Morizet, je vous ai trouvé le meilleur blogueur, enfin il vient d'Aveyron, de l'Aveyron. Olivier Masbou, votre question. Bonsoir madame. Vous avez évoqué la question environnementale, qui est une des questions qui préoccupent les agriculteurs. Il y a 11 ans, vous avez porté la réforme constitutionnelle qui a introduit la charte environnementale et notamment le principe de précaution. J'ai cru comprendre que votre parti, les Républicains, voulait revenir sur cet acquis constitutionnel. Quelle est votre position sur ce sujet? Moi, je ne suis pas du tout d'accord. J'espère. Je pense que faire une charte de l'environnement sans principe de précaution, ça n'aurait pas eu de sens. Et je pense que dans les attaques qui sont portées aujourd'hui contre le principe de précaution, il y a un contresens. C'est-à-dire que c'est vrai que dans la société, il y a une inquiétude sur ce que c'est que le progrès, un questionnement sur ce que c'est que le progrès. On s'interroge sur la place de la science. Les études scientifiques, d'ailleurs, ont moins bonne presse que par le passé. Voilà, moi, j'ai fait des études scientifiques. À l'époque, c'était quand même encore très une espèce de voie qu'on mettait en priorité dans les choix. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a un questionnement sur la place de la science. Et donc, ça, ce qui est une réalité, les gens cherchent à trouver un bouc émissaire, à l'attribuer, attribuer ce problème à quelque chose. On dit que c'est de la faute du principe de précaution. C'est pas de la faute du principe de précaution. Le principe de précaution ne crée pas la frilosité. Éventuellement, il en est l'expression. Et encore, je ne suis pas sûre, le principe de précaution dans la Constitution, c'était logique qu'il y ait un principe de précaution dans une charte de l'environnement. Et ça n'a rien empêché. On nous dit aujourd'hui, mais avec le principe de précaution, Pasteur n'aurait pas fait le vaccin contre la rage. Rien du tout. Rien du tout. On s'abrite un peu derrière parce qu'on n'a pas le courage d'avancer. Je pense qu'en fait, on ne voit pas le problème, on ne le regarde pas en face. Il y a un problème dans notre société qui est la relation avec la science. Et quelle est la place qu'on laisse à la science? Et en fait, comme on n'analyse pas bien ce problème, on dit c'est la faute du principe de précaution dans la Constitution. Écoutez, le principe de précaution, il a rien empêché. Le principe de précaution dans la Constitution n'empêche pas aujourd'hui la recherche. On dit, regardez, on ne fait pas d'OGM. Mais on pourrait en parler longuement, par ailleurs, des OGM. Mais ça, c'est une réticence qui est dans la société. Le principe de précaution dans la Constitution n'y change rien. Voilà, donc je pense que ceux qui l'attaquent aujourd'hui partent d'une réalité qui est dans la société, qui disent on a un problème avec le progrès, on ne sait plus quelle place laisser à la science, mais se trompent de cible et qu'on ferait bien mieux de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que le progrès qu'on veut, par exemple. La Bretagne, l'Aveyron, le Sud-Ouest, le bassin de l'Adour et une question d'agriculteur. Daniel Pérobe. Vous avez parlé de résultats de moyens en environnement. Chiche, on est volontaire depuis toujours. Mais ça ne passera que par l'innovation. Ça ne passera que par des progrès, tant sur les moyens de traitement que sur la recherche et l'innovation. Sur la semence, les progrès que nous avons devant nous consistent, avec les nouvelles biotechnologies, à regarder pour réactiver certains gènes qui sont dans la même semence, qui peuvent nous permettre d'utiliser moins de produits, d'avoir des semences, des cultures qui se protègent et qui s'expriment mieux. Est-ce que vous êtes prête à accompagner cette démarche? J'en parlais justement, juste avant en fait, cette émission avec une personne qui me présentait cette nouvelle technologie. Moi, je demande à voir. Vous me dites chiche, je vous dis chiche aussi. Je demande à voir. C'est une technologie émergente qui est en train d'être mise au point. Donc, regardons de près.
il n'y a pas à avoir... Il n'y a pas à diaboliser une technologie. Et c'est une scientifique qui vous le dit aussi. C'est-à-dire qu'une technologie, c'est ni bien ni mal. Une technologie, ça dépend de ce qu'on en fait. On peut en faire le meilleur, on peut en faire le pire. Vous savez, c'est comme le feu, à la limite. Avec le feu, on peut se chauffer et puis on peut allumer des bûchers. On peut forger des armes pour la guerre et on peut forger des outils pour la paix. Une technologie, c'est comme ça dépend de ce qu'on en fait. Moi, je pense qu'à l'époque où les OGM ont été lancés, c'était un prototype. Et c'était un prototype qui était inabouti, inachevé et qui emportait un certain nombre de risques pour l'environnement. Donc je l'ai dit. C'est pour ça qu'il y a des millions d'hectares en France qui sont produits sous cette technique-là. Alors, je l'ai dit et je ne regrette pas de l'avoir dit. Et vous savez bien qu'il y avait à l'époque un certain nombre de semences sur le marché qui étaient extrêmement contestées. Maintenant, vous me parlez d'une nouvelle technologie dont on vient de me parler. Je vous dis, regardons-la de près. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas à diaboliser une technologie a priori, mais il n'y a pas non plus à faire une confiance aveugle. On est bien d'accord, ça dépend de ce qu'on en fait. Mais voilà. Je prends rendez-vous. Merci. Voilà, chiche, j'ai retenu ça. Ben, il n'y a eu aucune question sur la primaire des Républicains. C'est comme ça, on aurait pu poser. En même temps, on est au salon de l'agriculture. En même temps, et puis on aurait pu vous demander le 8 mars. Ça sera peut-être un jour. Il y a d'autres sujets dans la vie. Un jour important. Voilà, merci beaucoup d'être venu ici au salon de l'agriculture. Merci à vous. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle émission.